Alors, il est jeune marié, trentenaire, ingénieur, ch'ti et fier de l'être, délégué régional pour le Parti de la France dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci d'accueillir Maxime Leroy. Merci Epona pour cette très belle présentation. Merci Alexandre, je souscris totalement à ce que tu viens de dire en tant que catholique également. Alors moi je suis venu vous parler d'économie. Alors je sais que ce n'est pas un sujet qui est très abordé dans la droite nationale, mais c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un sujet qui concerne tous les Français, même si ça peut en fait les barber, comme on dit, c'est un sujet qui les concerne quotidiennement. On le voit d'ailleurs en ce moment avec la hausse du prix de l'essence, globalement aussi de toutes les matières premières. Et d'ailleurs, c'est que le début. Vous en faites pas, l'inflation qui a été de 3,8% l'an dernier, ça sera beaucoup plus cette année. Donc voilà, un sujet extrêmement important qui est malheureusement pas assez discuté et les Français ne s'intéressent malheureusement pas assez à ce sujet, à tel point qu'ils ne comprennent pas grand-chose et du coup ils votent extrêmement mal depuis 40 ans. Voilà. En plusieurs définitions en libéralisme. Le titre de mon intervention, c'était pour une économie libérale dans un cadre national. Qu'est-ce que le libéralisme? Alors, tout le monde a une définition différente du libéralisme. Il y a autant de définitions que de libéraux. La nôtre, en tout cas, au Parti de la France, est une définition plutôt libérale conservatrice, dans le sens où c'est, en gros, arrêter d'emmerder les Français, laisser les entrepreneurs faire ce qu'ils ont envie, tout ce qui est baisse d'imposition. Ce n'est pas le libéralisme comme on le connaît dans certains partis de gauche, qui est un pseudo-libéralisme, qui n'est qu'un libéralisme philosophique, absolument pas un libéralisme économique. Il y a une définition de Charles Gave, qui est économiste et entrepreneur français, qui dit que le libéralisme, c'est l'égalité de tous devant la loi. Pour moi, c'est une définition que je souscris entièrement. Donc en fait, voilà, ce qui est très important à comprendre, c'est que la France n'est absolument pas un pays libéral. On dit toujours que la France est un pays ultra-libéral. Alors sachant que la France est 71e à l'indice de la liberté économique, donc 71e, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, sachant qu'il y a un pays devant nous, qui s'appelle l'Azerbaïdjan, donc un pays très corrompu, qui est mieux placé que la France. Donc vous voyez très bien que la France n'est pas un pays ultra-libéral, ni même libéral. Alors voilà, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi la France est un pays qui n'est pas du tout libéral. Quelques constats. Alors la France est championne du monde de tout, littéralement tout. Les dépenses publiques, 62% de dépenses publiques, 58% d'impôts, impôts et taxes, parce que il faut ajouter toutes les taxes et les impôts. 500 000 réglementations énormes. Vous imaginez 500 000. Quand un entrepreneur veut créer son entreprise, on lui demande déjà 15 000 papiers alors qu'il n'a même pas encore empoché un seul euro. C'est très insupportable. 31% du PIB sont dépensés pour les dépenses sociales, sachant que pour la moyenne dans l'OCDE, donc l'OCDE c'est en gros les plus gros pays du monde, la moyenne c'est 20%. Donc on est à 31%, ça représente 750 milliards par an, ce qui est littéralement énorme. En plus de ça, des dettes énormes. On parle souvent de 120% du PIB, mais ça c'est que la dette publique. On oublie toujours de parler de la dette, ce qu'on appelle la dette cachée, c'est la dette hors bilan. Cette dette hors bilan s'établit donc à 217% du PIB, 5 000 milliards. Donc c'est 217 en plus des 120%. Et en plus de cette dette hors bilan, il y a également la dette de l'État en général. Il y a d'autres dettes, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout ça, ça fait 350% du PIB. On rajoute en plus la dette privée, la dette des entreprises et des ménages. Là, on rajoute encore 156% du PIB. Et voilà. Donc, après, il y a aussi la dette extérieure, donc c'est la dette qu'on doit à d'autres pays ou au FMI. 197% du PIB. Donc en fait, si on additionne tout ça, c'est
on est un pays à la ruine, clairement, mais qui ne fait pas faillite. Une balance commerciale de moins 84 milliards. Donc la balance commerciale, vous savez, c'est la différence entre les importations et les exportations. À titre de comparaison, l'Allemagne est en excédent de plus de 300 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a détruit nos industries à cause de tout ça, hein, à cause des dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est mathématique. Une hausse des dépenses publiques, c'est une hausse d'impôts, une baisse de croissance, une hausse de chômage et une hausse de la pauvreté. Donc ça amène obligatoirement à des délocalisations, surtout voilà, depuis 30 ans, la mondialisation, excusez-moi, voilà, fait des ravages dans les pays occidentaux. Toutes les usines ont été déportées en Chine, en Inde ou dans les pays de l'Est. C'est des catastrophes pour les familles. Il suffit qu'un des deux perde son emploi et voilà, automatiquement le budget de la famille est très touché. Donc, selon France Stratégie, la France, dans les années 80, les emplois dans l'industrie représentaient 20%. En 20 ans, en 30 ans, excusez-moi, ça a été divisé par 2. Donc à 10%, on est passé de 20% d'emplois industriels à 10%. Sachant que, en plus, comme on a dit, Epona, je viens d'une famille, d'une région minière. Donc en fait, en plus d'avoir fermé les mines, on a fermé les usines. Donc imaginez bien les familles, dans quelles conditions certaines familles françaises peuvent vivre. Difficulté à trouver un emploi. Ensuite, la France, alors, on connaît aussi une énorme fuite des cerveaux. Donc la France est deuxième au niveau mondial au niveau de la perte, au niveau de la fuite des cerveaux. Ça représente environ, alors, il y a les nouveaux diplômés, il y a 80 000 nouveaux diplômés qui partent chaque année. Chaque année, c'est énorme. On a un solde négatif de 130 000, c'est-à-dire qu'entre les personnes qui partent et les personnes qui arrivent, on a 130 000. En Allemagne, eux, ils ont un excédent de 374 000. Donc, en plus, nous, on importe des bacs -5 et on exporte des bacs +5. Donc automatiquement, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne économie en partant de ce principe-là. Un autre constat, une natalité catastrophique, taux de fécondité de 1,4 par femme, sachant que ce taux de fécondité sans les halogènes serait beaucoup plus bas. Les Français, les Françaises ne veulent plus faire d'enfants. Ils veulent profiter de leur vie, leur petite vie matérialiste. Et ils veulent aussi ne plus faire bobo à la planète. Voilà. Donc on arrive à une société totalement, une civilisation totalement fragile qu'il va falloir un jour un peu rebooster. Alors voilà, ça c'est des constats, non, il y a des solutions. Des solutions. Il faut un vrai choc fiscal pour que la France cesse d'être un pays ultra-socialiste. Du coup, en comparaison de l'ultralibéralisme, on devrait dire que la France est un pays ultra-socialiste. D'ailleurs, l'URSS en 1943 avait des dépenses publiques de 59,7%. On en a à 62, la France. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que les Français comprennent que le problème, c'est pas le libéralisme, c'est plutôt le socialisme. Mitterrand a été élu en 81, les dépenses publiques, la dette, les impôts n'ont cessé d'augmenter. Les Français en ont marre, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est une énième taxe qui a fait sortir les Français dans la rue. Mais pourtant les Français continuent de voter des socialistes. On verra, peut-être que ça changera, on a tous l'espoir, espérons. Donc voilà, un ensemble de tests pour les sociétés, un peu de production, il faudra vraiment créer un choc pour déjà refaire revenir les entreprises. Parce que c'est bien beau d'avoir des beaux discours, mais il faut des actes pour faire revenir les entreprises. Et c'est pas avec 58% d'impôts qu'ils reviennent. Plusieurs autres solutions. On pourrait contrôler les investissements étrangers, par exemple, des investisseurs étrangers qui rachètent des entreprises françaises, des fleurons, des start-up. On pourrait contrôler tout cela. Ensuite, retrouver une souveraineté. Alors, je pense notamment à l'énergie. La France était un fleuron, avait des fleurons de l'énergie au niveau du nucléaire dans les années 60, 70, 80.
Par idéologie, ils ont voulu arrêter le nucléaire. Maintenant, Macron, 3 mois avant la présidentielle, se dit « Ah bah tiens, on pourra peut-être créer des nouvelles centrales nucléaires ». Oui, est-ce qu'il le fera vraiment s'il est réélu? Je ne pense pas. Souveraineté également au niveau numérique, on peut très bien favoriser des solutions numériques françaises au niveau de stockage de données, notamment, des données très importantes qui sont souvent stockées sur les serveurs américains, qui sont sous le coup de la loi américaine, du coup. Privilégier les circuits courts, racheter notre dette. Notre dette est détenue à 50% par l'étranger. On pourrait penser à racheter notre dette pour gagner en souveraineté, parce que si un jour un pays qui détient une bonne partie de notre dette se dit bon, maintenant ça suffit, faites ça, 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 pensez bien que nos dirigeants vont se soumettre. Politique de relance de natalité, donc ça c'est vraiment, je pense, le point crucial, parce qu'en fait, si on ne fait pas d'enfants, on ne peut pas financer ce système social que les Français chérissent. D'ailleurs, les retraites, automatiquement, s'il n'y a pas d'enfants en France, il n'y a personne pour payer les retraites. Donc quand on entend les boomers dire « Ah, non, ma retraite, faites des enfants, et après on verra ». Parce que cette génération de boomers n'a pas fait d'enfants, et quand ils en ont fait, ils leur ont bourré le cerveau d'idéologie gauchiste, qui a fait en sorte qu'ils n'ont, eux, plus du tout envie de faire d'enfants. Donc ceux qui râlent contre les retraites, faites des enfants, et d'ailleurs je vous invite, aux jeunes présents ici, de faire également des enfants. Ça sera aussi pour nous. Donc voilà, toutes sortes de solutions, évidemment. Du coup, Éric Zemmour a des très bonnes propositions également au niveau expulsion. Et puis, vous voudrait expulser tous les clandestins, tous les délinquants et criminels étrangers, les binationaux criminels et les multirécidivistes. Donc déjà, ça nous permettrait de faire des économies, de leur donner un peu de paix sociale en France et donner aux gens envie de faire des enfants. Toutes ces propositions que j'ai faites là sont défendues toutes par Éric Zemmour. Donc, honnêtement, ne cherchons pas l'homme parfait, ne cherchons pas l'homme providentiel, ça ne sert à rien, il n'arrivera jamais. Donc, nous avons un candidat qui représente la très grande majorité de nos idées, donc soutenons-le fermement. Le 10 avril, il faut que tout le monde aille aux urnes, tout le monde motive ses amis à aller aux urnes. Comme ça, on pourra avoir de nouveau de l'espoir pour notre pays. Merci à vous.